Je rappelle que vous êtes président de Unana et vous êtes également de l'FDCA, donc allié de le président actuel du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, et vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes même le prophète qui avait prédit que l'Union Sacrée viendra. Aujourd'hui, nous avons l'Union Sacrée. Mais avec vous, président Willy Michiki, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. On est en direct, on nous suit partout dans les mondes. Nous allons parler de la mort du président Tiadia, parce que je rappelle que vous êtes président d'un parti politique, vous aspirez à être président de la République. Un jour, l'un de vous il vient de succomber. Nous allons également placer un mot sur ça, et aussi l'insécurité à l'Est qui continue à faire couler beaucoup d'encre et salive à l'Ituri. Hier, il y avait 4 morts. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes qui se posent là-bas à Béni. Il y a les enfants, les écoliers qui marchent, réclamant même la présence du chef de l'État là-bas à Béni comme l'ergage de la sécurité. Nous allons analyser cela avec vous. Et le problème de Willy Bakonga, le ministre de l'EPSP, s'entend, il a été arrêté à Brazzaville. Nous allons essayer un peu de placer un mot sur les circonstances, pourquoi il a été arrêté. Est-ce qu'il a jeté l'opprobre au gouvernement de Lunkamba ou pas? Il était l'ennemi de la gratuité ou pas? Il y a des questions qui se posent de cette manière. Également, l'élection à la Cour constitutionnelle, on en parle. Il y a un élu, un nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, lui qui a remplacé Benoît Lomba. Nous en parlons parce que je me rappelle lors de contestation, vous aussi, vous pensez que les élections n'étaient pas les bonnes élections, mais la Cour constitutionnelle était un peu infiltrée. Il n'y avait pas les gens qui travaillaient pour la bonne marche de la République. Nous en parlons avec vous. Et aussi la problématique des députés révolutionnaires, pétitionnaires, qui réclament aussi les quotas. Est-ce que cela est possible? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec vous, le précurseur de l'Union Sacrée, Willy Michiki. Je commence par la première question. L'Afrique est en deuil. Président Tiadia vient de tomber. Vous êtes président d'un parti politique. Un choc. Oui, c'est un choc, surtout dans les circonstances dans lesquelles il a été tué. Cela nous a fait très mal. C'était une surprise. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je connaissais personnellement, que j'avais rencontré à l'Union africaine, et il m'a invité au Tchad 2 fois de suite. C'était pour moi comme un papa. Okay. C'est-à-dire, c'était encouragé. On a même parlé de lui, mais parlé de ses bravoures militaires. On a parlé même avec lui de Maïmaï, le phénomène Maïmaï. Donc, c'était dans le président Idriss Déby. Idriss Déby, il connaissait bien. Proche de vous. Et très proche, et il aimait beaucoup ces pays, le Congo, la musique congolaise. Il me citait, je ne vais pas citer ici certains musiciens congolais qu'il connaissait. Il m'avait même dit qu'il avait certains, à l'époque, on parlait plus de CD et des Congolais, qu'il aimait bien la musique congolaise. Il ne peut pas comprendre comment un pays comme le nôtre peut avoir des problèmes et de sécurité. C'était quelqu'un qui s'intéressait plus aux problèmes sécuritaires. Et c'est comme ça que pour lui, l'insécurité c'était un défi. Il fallait vraiment qu'il puisse en découdre avec les rebelles, surtout. On savait qui était derrière les rebelles. Rappelez-vous que plusieurs fois il a activé la Libye, le Soudan, d'instrumentaliser certains de ces rebelles. Bon, il y a eu beaucoup. Donc, bref, c'est quelqu'un que je connaissais personnellement et que sa disparition vraiment nous a beaucoup attristé. Il est mort très tôt, c'est vrai, il avait presque 70 ans, peut-être 69 ans, 70 ans. Il était encore très fort et quand vous le voyez physiquement, vous lui donnez facilement même 60 ans. Les circonstances de sa mort, pensez-vous que l'actualité officielle, l'annonce officielle, qu'il a été tombé sur les champs des combats? Hier, j'étais avec le président Gabriel Mokia ici, qui ne croit pas, il dit que c'est un discours de politicien, et il pense qu'il a été tué par les Occidentaux. Bon, moi je ne vais pas entrer sur ce terrain-là, mais ce qui est vrai, je doute fort qu'il soit tué par les forces rebelles. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque quand un président de la République, d'abord un président de la République, ce n'est pas lui le commandant suprême de l'armée pour aller au front. L'armée est organisée, structurée. C'est pas d'abord, moi je dis d'abord que la responsabilité première c'est d'abord au service de renseignement. Les services de renseignement
tchadien ne devrait pas permettre au chef de l'État d'aller au front. Ça, c'est un. Oui. De deux, lorsque la plus haute personnalité du pays est au front, c'est toute l'armée, la sécurité qui est autour de lui. Puisque généralement, un chef d'État, lorsqu'il va au front, il n'y va pas pour se battre. Il y va pour donner le moral aux troupes. La motivation, les encourager, donner l'impulsion. On dit que moi aussi tu peux me battre. Donc il est hyper sécurisé. De façon que l'ennemi ne peut même pas se rapprocher de son périmètre. De sa ceinture. Donc c'est pour dire ceci. Moi je soupçonne, quand je vois, j'ai été au Tchad 2 fois, j'ai parlé avec le président, je connaissais sa bravoure, je savais que déjà dans son entourage, il y avait beaucoup de mécontentement. Dans les traîtres. Donc, moi je soupçonne, il y a eu une complicité interne et qu'on a fait porter ça aux rebelles. Ce ne sont pas les Occidentaux, je dois dire ici. C'est vrai, c'était un africaniste, un nationaliste, quelqu'un qui avait le sens, comme je vous dis, imbu même très indépendant, mais je ne vois pas l'intérêt des Occidentaux dans sa disparition. On dit qu'il était un dictateur, quelqu'un qui changeait la constitution comme sa chemise. Et cela n'est pas un motif qui soit au sujet de la haine ou soit au sujet d'un changement du système. Comme il était puissant, il fallait qu'il passe par cette voie, comme d'autres présidents africains. Non, il vient d'être réélu brillamment, brillamment, il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des élections, il y a toujours l'opposition. On connaît l'opposition tchadienne qui est très très virulente. Mais moi j'ai dit, ce n'est même pas l'opposition qui l'aurait tué. Je soupçonne, moi, dans son entourage. Parce que vous savez, pour faire des coups d'État, c'est toujours dans la maison. C'est très rare. C'est très rare, ici en Afrique, des coups d'État qui ne sont pas du palais qui réussissent. Je peux vous citer beaucoup de pays, c'est toujours des coups d'État internes. C'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui maîtrise les circuits de renseignement, qui vous élimine toujours dans la maison. Je peux citer presque tous les pays voisins ici chez nous, c'est la même chose. Donc c'est pour dire que la complicité était interne. Mais comme on voulait porter ça à la rébellion, on l'a fait. Voilà. Président Willy Michiki, nous en parlons parce que notre président de la République démocratique du Congo, il est le président de l'Union africaine. Et il y avait la mort d'un président ici en Afrique, Tanzanie, à moins que je me trompe. Il avait décrété des journées chômées ici. Et avec la mort du président du Tchad, il a aussi décrété des journées un peu chômées. Certaines personnes s'inquiètent, s'interrogent. Pourquoi il peut prendre des décisions comme ça, du moins que le Congo, ce n'est pas le Tchad. Quand Laurent Désiré Kabila était mort, est-ce qu'il y avait d'autres pays qui avaient décrété des journées chômées? Bon, il faut d'abord dire que tous les présidents africains n'entretiennent pas les mêmes relations diplomatiques avec la RDC. D'abord, ici au Congo, nous avons une très grande communauté tchadienne, pour ceux qui ne le savent pas. Quand vous allez autour du grand marché, vous trouverez que la plupart de ceux qu'on appelle là-bas ouest-africains parfois sont des Tchadiens, Maliens, Tchadiens, Sénégalais. De deux, le président Derby était très proche à notre pays. Je vous dis, moi qui ne me connaissais pas, il m'a raconté à l'Union africaine, à l'hôtel Sheraton, on a sympathisé, il m'a invité chez lui. Et même, on avait même des messages, on échangeait avec lui. Donc, c'était quelqu'un qui aimait ce pays, il me disait la musique. Donc, c'était un proche. Donc, vous savez que dans les instances internationales, nous avons des amis. Et parmi les amis de la RDC, il y a les Tchad. Les Tchad nous a toujours soutenus partout, dans les grandes difficultés qu'on a connues, ils nous ont toujours accompagnés. Et voilà pourquoi ils nous demandaient notre lot, c'est parce qu'on était très proches. Bon, c'est vrai que, et puis il faut dire aussi, pour chuter, que le président de la République aujourd'hui, c'est le président de l'Afrique. Lorsqu'il y a un de ses pères qui tombe, c'est lui à qui on doit présenter les condoléances. Quand les chefs d'État et des gouvernements de puissances étrangères vont présenter les condoléances à l'Afrique, ils vont d'abord les présenter au président Tshisekedi, qui est le président à l'exercice de l'Union africaine. Et en plus, vous savez que le président de la commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien qui a fait très longtemps là-bas. Et elle n'est pas n'importe qui, c'est un chouchou des Occidentaux. Vous parlez de Moussa Faki? Moussa Faki, bien sûr, c'est un Tchadien, et qui a toujours été avec nous dans les malheurs comme dans les bonheurs. Donc aujourd'hui, décréter une journée ville morte, les jours
de son enterrement, je crois que ce n'est pas vraiment un plaisir qu'on ferait au Tchad. Donc on est la lié à Tanzanie, l'histoire. vers Victoire. La Tanzanie, Ok. Magufuli, vous savez aujourd'hui que la RDC est candidate à East African Community, donc à la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est une grande organisation en Afrique orientale. Et parmi les défenseurs de la RDC, il y a Magufuli. La Tanzanie nous a envoyé des troupes ici. La Tanzanie nous a accompagnés dans les missions de pacification et de médiation. La Tanzanie a toujours été là. Aujourd'hui, nous qui sommes de l'Est, pour importer, exporter, nous utilisons le port de Dar es Salaam. Donc c'est un pays, on a une longue frontière avec la Tanzanie. Tout ce que vous attendez parler de lac Tanganyika, on le partage avec qui? Avec la Tanzanie. Et aujourd'hui, dire qu'au moins le Congo aussi se sent frappé par ces deux-là, ce n'est pas un cadeau. Donc il y a des chefs d'État avec qui on a des liens, et d'autres on n'a pas. Moi je donne un cas, par exemple. Un chef d'État de Djibouti. Qu'est-ce qu'on a avec lui? Même s'il mourait aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il dit déclarer? Non, moi j'ai dit un cas, on n'a rien avec Djibouti. On nous suit partout à Djibouti. Malawi, même si à Malawi, il y a certains Congolais qui sont au gouvernement là-bas, dont un certain ministre de la santé là-bas, qui est un Congolais, Kalele, qu'on vient d'arrêter avant-hier, puisqu'on a su qu'il était d'origine congolaise, on l'a arrêté. Ministre en fonction au Malawi, c'est quelqu'un du Katanga. Donc il y a des problèmes, mais on a des pays avec lesquels nous partageons quand même certaines valeurs, qui sont des pays amis. Voilà, donc vous êtes pour que le chef Tout à fait, je le félicite même aussi pour son panafricanisme. Merci. Alors, M. Willy Meshikam, nous sommes sur ces chapitres, parlons-en. L'insécurité à l'Est continue, les chefs de l'État avaient menti les Congolais, ou pas. Hier, on a quand même vu le chef de l'État reçu un président kenyan, mais ce qui est plus important, il a demandé un renfort, donc le soldat kenyan, ils vont venir en République démocratique du Congo pour soutenir nos FARDC, pour essayer un peu de mettre dehors les infiltrés, les ennemis de la République. Pensez-vous c'est une bonne idée de demander un soutien ailleurs? Non, moi j'ai une autre vision. Vous savez, Delphin, ça fait 7 ans que je suis en train de faire des recherches sur les problèmes sécuritaires en RDC en général et en particulier à l'est du pays. Bientôt, si Dieu le veut, vous allez me lire, puisque malheureusement les Congolais lisent très peu. Je suis déjà à presque 682e page aujourd'hui. Je suis en train d'écrire sur les pistes de solutions en vue d'eux. Et j'ai dit en général... Au-delà d'un casquette politique, vous êtes un scientifique. Tout à fait, tout à fait. Bon, les gens nous connaissent comme des scientifiques et comme politiques, mais nous sommes aussi scientifiques. Et je vous dis sincèrement que la meilleure approche, ce n'est pas l'approche militaire. On peut même amener les marines américaines, on peut amener même Artemis peut revenir ici. Je vous dis, ils ne vont pas nous ramener la paix. Les problèmes de l'Est, particulièrement, c'est d'abord, il faut les résoudre à travers les communes. Attendez, souvent vous êtes incompris lorsque vous lancez des choses comme ça. Même si on amène les Américains, les Allemands, les Français ici, pour soutenir nos FARDC, vous pensez que ça ne serait pas la solution. Même ce que le chef de l'État vient de prendre la décision avec les Kenyans, ce n'est pas vraiment la voie de la solution. C'est juste vous avez votre manière de voir les choses. Voilà, c'est juste une dissuasion. Je félicite les efforts du chef de l'État. Vraiment, il a le souci de faire quelque chose. Mais je lui dis, monsieur le président de la République, c'est bien comme dissuasion. C'est vrai que l'armée kenyane est l'une des meilleures armées de l'Afrique. Ils ne vont apporter que l'expertise et peut-être aussi la logistique. Mais ce ne sont pas les Kenyans qui vont aller au front pour combattre les ADF, qui vont aller au front pour combattre les Maïmaï. Pourquoi je l'ai dit? Puisque les problèmes d'ici, les cas, c'est une guerre asymétrique. Et dans cette guerre asymétrique, il y a la complicité des autochtones. L'ennemi ne peut nous pénétrer que lorsqu'il y a une complicité interne. Ce que vous appelez ADF là, quand vous le prenez comme ça, ce n'est pas un Ougandais. Il va vous dire que je suis Congolais, j'ai été là-bas, mon père était Ougandais. Ce sont la plupart des Congolais qui sont
qui ont parfois, qui ont vécu en Ouganda ou qui ont eu des parents ougandais ou bien Kenya, Tanzanie. Attendez, la majorité. Attendez, monsieur Willy Michiki, vous dites ici sur ce plateau, même les ADF, ce ne sont pas des Ougandais, il y a les ADF congolais. Tous, je dis tous, ne sont pas étrangers. Oh. Il y en a des Congolais dedans. C'est comme ça qu'ils profitent de la faiblesse de nos compatriotes qui ont des problèmes de frustration, des problèmes de pauvreté, des problèmes de fragilité pour les pénétrer. Et c'est comme ça que moi je dis, lorsque nous, Congolais, puisque chaque Congolais a une communauté, a une ethnie, un clan, lorsque vous pénétrez ces milliers-là, vous arrivez à les convaincre, vous aurez résolu 90% des problèmes. De façon que quand un étranger entre, l'étranger est facilement identifié. Puisque nous occupons partout. Moi, je suis coutumier. Je connais au moins, chez moi, à Walikale, dans mon entité, chaque famille. De façon que toi, si tu es étranger, tu arrives là-bas, on me dit, ah non, mon couple, donc vous avez les informations à la source. Pourquoi? Puisque nous sommes unis, nous sommes un corps. Mais c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité entre nous. Il y a des gens frustrés. Et pour terminer ces frustrations-là, ce n'est pas au niveau local qu'on va le faire, c'est au niveau central ici. Alors, monsieur Willy Michiki, si je vous comprends bien, vous privilégiez l'approche, une bonne manière d'approcher les autochtones. Vous pensez que ça serait le début de la solution pour le tout à fait de l'Est. Et comment y arriver? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a les assises. Hein? C'est pourquoi moi je vous dis, le problème dans ces pays, lorsque quelqu'un a des idées, on ne les consulte pas. On veut copier vos idées sans vous impliquer. Oh! C'est ça. On vous écoute comme ça. Vous avez copie sans... Non, je vous donne un exemple, Delphin. On est en train de parler ici. Okay. Les gens nous suivent. Quelqu'un il va écouter du ministère de l'Intérieur ou de la présidence, il va aller proposer ça au président public, un conseiller, voilà. Mais vous ne savez pas, quand moi j'arrive là-bas, c'est un travail de 7 ans. Donc il n'a pas la matrice. Il n'a pas la matière, il ne sait même pas comment le faire. Justement, le discours, il vient, il appelle communauté. J'ai vu quelques députés qu'on a envoyés là-bas. Un des députés, prétendant qu'ils sont des élus du peuple. On l'a invité chez nous. Oui, députés. On les a envoyés chez nous pour parler aux communautés. Je rigole, les gens m'appellent là-bas. Non, c'est-à-dire que tu peux être élu, tu peux être notable, tu peux être qui, mais ce n'est pas n'importe qui le fait. Il y a des leaders d'opinion qui n'ont jamais mis même pied dans les chefs-lieux, qui sont là-bas localement. Qu'on connaît leurs problèmes. C'est pourquoi j'ai dit, les Congolais ont un problème. Les Congolais, ils veulent copier et ils copient mal. C'est ça, les gars. On a tenu récemment ici des assises à l'hôtel Béatrice. Le ministre de l'Intérieur sortant. C'est un ami à moi, Gilbert. C'est parmi les pionniers. C'est parmi les pionniers avec lesquels j'ai commencé à l'IDPS. Il connaît. Il donc, me connaît bien. Mais comment je suis pas un ancien? Je suis cofondateur de ce parti. Ça, je me mettais secrétaire général adjoint de ce parti à l'époque de Kibasa Maliba. Oh. Non. Attendez. Comme président national. Avec Tshisekedi, avec Mbouakem, avec Liaou, avec Joseph Pandangila. Attendez. C'était mes collègues. Juste une parenthèse. Voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui pensent que l'UDPS est leur propriété, ou soit ils sont le maître à bord de l'UDPS, mais il y a le vrai personne de l'UDPS que vous... Je vous dis ici, demandez à Bruno Tshibala, demandez à Gilbert Kankonde, à Bomanza. Bomanza sont venus après. Bomanza, c'est le groupe que Liaou a amené. Par contre, Moubake, c'est à la conférence nationale, c'est moi qui suis allé les chercher. Moubake, les Martin Fayoulou ici, les Pierre Lumbi à la conférence nationale. Eve Bazaïba est venu après aussi, après aller de non, moi je suis pionnier, je vous dis, je suis pionnier du parti. Mes collègues aujourd'hui, c'est les Tshibala, les Bruno Kang. La plupart d'ailleurs, ils sont morts. Ils sont morts. Les Gilbert Kankonde. Lui, c'est vraiment un ancien du parti. Donc, voilà. Donc ça, c'est entre parenthèses. C'est pour dire que, quand j'ai dit mon école politique, moi, Willy Michiki, c'est l'IDPS. Ce n'est pas une aventure, je l'ai dit. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'IDPS. C'est la meilleure école politique de ce pays. J'ai créé mon parti après, puisque l'IDPS étant à gauche, j'ai compris que moi, j'étais plus à droite.
Et je voudrais bien, mon parti, il est conservateur. Voilà. L'INANA est conservateur. Donc, merci. on reviendra plus tard. Mais ce que je voudrais dire pour l'Est du Congo, j'ai dit que nous devons avoir ici une banque de... Surtout, je reproche plus au service des renseignements. L'ANR, ex-renseignement militaire, de Mia Pekoso, ils doivent savoir les têtes qui peuvent apporter quelque chose et amener ça au chef de l'État. Parce que ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a un conseil spécial en matière de sécurité qui gère tous les services de renseignement. Il doit savoir, toi, Congolais, qu'est-ce que tu peux apporter? Puisque nous avons les connaissances. On les amène ici, c'est bien, de les débiter dans les médias, c'est fini. Les conseillers là, les experts, ils les copient, mais ils les copient mal. Mais si on amenait les experts, on les met en place, mon cher. Ce n'est pas, nous, on n'a pas besoin d'une fonction. Je ne veux pas être conseiller à la présidence, être ministre pour le faire. Moi, j'aime mon pays. Je le fais puisque si les choses marchent bien dans mon pays, je ferai de bonnes affaires, je me retrouverai aussi. Mais M. Michiki, il y a une question qui me passe à la tête. Ce n'est pas la première fois qu'on vous associe, vous, je ne parle pas de vous, mais je parle en général, les originaires du territoire pour régler un problème. C'est du foutu. S'il vous plaît, de conflit. Alors, peut-être ils ont compris que vous-même, vous êtes les auteurs de ces troubles-là. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Mosoki, disait aux députés de l'Est, sortez dans les groupes armés. Peut-être il faut changer la méthode pour qu'on trouve la solution, parce que vous-même, vous pensez aider cette population, mais vous êtes les vrais imposteurs. Bon, je peux vous dire une chose, que le président Bosso, je ne lui donne pas tort, il n'a pas la bonne information. Je vous dis, les problèmes de l'Est, s'il y a insécurité aujourd'hui, c'est Kinshasa qui est à la base de ça. Non, monsieur Michiki. Je vais vous démontrer, moi je parle des faits, voilà. Je vais parler des faits, parce que direct, hein? Les téléspectatrices et téléspectateurs nous suivent. Ok. La matière de sécurité relève de la compétence exclusive du pouvoir central, pas même des provinces. Et aujourd'hui, la plupart des erreurs que nous commettons ici ont un impact du terrain. Je voudrais illustrer ça parce que je vais parler de faits. Hein. Il n'y a pas 3 mois, 4 mois, j'ai sensibilisé les groupes armés pour quitter la brousse. Comme on le fait, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne faites rien. Vous savez que la tranche d'âge de ces jeunes gens, c'est entre 14 et 24 ans. Et la plupart d'entre eux sont des gens qui n'ont pas eu accès aux études. Leurs parents étaient des familles déchirées, ils ont eu des problèmes fonciers, des frustrations, des injustices, à tel point que les enfants grandissent presque dans la rue. Et comme survie, comme ils n'ont pas étudié, ils n'ont pris d'autres espoirs, c'est d'aller dans les groupes armés. Au moins, quand il a une arme, cette arme-là peut lui permettre d'avoir à manger. J'ai réussi à sensibiliser une bonne 3 à 4 000 jeunes gens. Un bon nombre. Et pratiquement dans les territoires de Massissi et Walikale. Ces jeunes gens-là ont quitté la brousse, dont la grande partie venait du groupe armé qui s'appelle NDC Rénové, Ndouma Defense of Congo, qui dont la base même était chez moi à Walikale. Ils ont quitté, on a amené une partie au centre de formation de la police à Mobambiro, près de Goma. D'autres sont allés au centre militaire, au camp militaire de Rumangabo. Je vous dis, 1 mois après, les jeunes gens appelés partout, on était incapables de les prendre en charge. Pas les vêtures, rien qu'à manger, les nourrir à manger. Et vous vous rendez compte, nous sommes où? Nous sommes dans une région grenière de la République. 1 kilo de pommes de terre qui est un luxe ici, chez nous ça coûte 400 francs, 500 francs. 1 kilo de haricots ça coûte 500 francs, 600 francs chez nous. Et en plus, à Rutshuru c'est encore moins cher. Mais les gouvernements étaient incapables. J'ai vu les membres du conseil de sécurité me dire non, on n'a rien pour prendre en charge. Ces jeunes gens-là, à cause de la faim, sont retournés, à 3 quarts d'entre eux sont retournés dans la brousse. Et ils ont déconseillé les autres de sortir. Quand vous n'arrivez pas à donner à manger à quelqu'un, regardez combien d'argent nous dépensons aujourd'hui dans l'insécurité. Et qu'est-ce que cela vaut par rapport à la nourriture? Je ne dis pas au bien de luxe. Ils ne donnent pas de téléphone ni rien, à manger seulement, qui est comme ça chez nous, accessible à tout le monde. Donc c'est pour démontrer, illustrer qu'il y a quelque part une mauvaise volonté. Donc il faut que le gouvernement central ait la volonté de faire mieux. De faire mieux. Deuxième chose. Moi j'illustre par des faits, je ne veux pas parler. Aidez-nous. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement central, et en particulier je m'adresse au président Bosso, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qui alimente en
armes et munitions ces groupes armés. Puisque pour qu'un groupe armé soit appelé groupe armé, il faut qu'il ait une arme et des munitions. Il n'y a aucun pays étranger qui fournit des armes et munitions. Vous êtes sûr? Et lorsque vous êtes là, il y a eu plusieurs fois des opérations. On a capturé des groupes armés, armes, munitions. Il y a même des armes et munitions qui ont été rendues. Prenez leur série. Vous trouverez que ce sont des armes qui viennent de la logistique, des FARDC et de la police nationale. On nous dit que l'Ouganda, le Rwanda, Burundi, Tanzanie... Je vous parle de faits, il n'y a pas ça. La personne qui est devant vous a dirigé l'entité Maïmaï à l'époque de 1+4. La plupart des officiers généraux, supérieurs et tout ça, moi qui les ai mis dans ce qu'on appelle l'ordre de bataille. Je venais de l'exil, mes frères et sœurs m'ont sollicité. Ils avaient besoin d'un leader pour les accompagner. Comme la plupart venaient de la brousse, ils n'avaient pas quelqu'un. Même les mandataires, même les Willy Bakonga que vous citez là, pour entrer au gouvernement, c'est moi qui l'ai recommandé dans l'entité Maïmaï. Willy Bakonga, le ministre de l'Équateur. Comme ministre de puisqu'il était aussi Maïmaï de l'Équateur. Vous étiez son parent? Bien sûr, il est venu comme Maïmaï, non? Comme Maïmaï, il nous a rejoint dans le groupe. On a dit, on a aussi de Maïmaï. Rappelez-vous des Vignelais et consorts qui étaient à l'Équateur. On devrait équilibrer. C'est comme cet ici qui s'est retrouvé la première fois comme ministre des Sports et Loisirs. Donc il a monté les escaliers grâce à vous, Willy Michel? Non, pas grâce à moi comme individu, mais on me l'a présenté comme un des nôtres de Maïmaï. Et il était ministre dans le 1+4. Il était ministre des Sports dans les quotas de l'entité Maïmaï. J'ai dit bien Maïmaï. Comme on avait aussi le ministre de l'Environnement, les Kaliba, les autres, les Molongola, c'était de l'entité Maïmaï. Donc c'était une entité légalement reconnue. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, aussi longtemps que le pouvoir central, donc j'ai dit le gouvernement de la République, ne pourra pas arrêter les circuits d'approvisionnement des groupes armés en armes et munitions, ce phénomène persistera. Il y a eu des opérations, des vraies fausses opérations organisées. Vous savez, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faudrait accélérer les secteurs, parce que nous voulons que le secteur de la défense et de sécurité soit assaini. On doit amener des réformes. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui porte une arme, il n'arrive pas à avoir à manger. Il n'arrive pas à réduire les débuts du mois. C'est pas notre inadmissible. Les Kenyans qu'on va nous envoyer ici sont nourris, sont vêtus, ils sont soignés. C'est comme ça qu'ils tiennent le coup. Nous devons, nous aussi, quand même, parce qu'on peut dire, on a une bonne armée, on a des bons. Je vous dis, les Congolais sont animés de bonne foi, mais mettez-les dans de bonnes conditions. C'est ça le problème. Donc, président Willy Michiki, vous voulez dire ici que des gens qui sèment la terreur, parce qu'il y a des vidéos qui circulent là, à couper la tête d'une personne, vous êtes en train de dire, vous pensez que c'est juste le moyen, si le gouvernement met les moyens, un leader d'opinion peut les ramener dans le bon sens, et puis on peut avoir la paix de ce côté-là. Il y a un confrère, s'il vous plaît, qui a été appelé au bureau de l'ANER parce qu'il avait dénoncé, selon les informations qu'il avait, que les soldats touchent que $20 compris. Parce que ça aussi c'est un problème sérieux. Non, c'est-à-dire qu'arrêtez qu'il peut l'interpeller, il va donner son moyen de défense. Moi j'ai dit ceci, c'est dans notre intérêt. Un soldat, un policier, c'est un citoyen. Pourquoi vous allez payer à un ministre de milliers de dollars qui reste dans un bureau climatisé, il n'a pas de risque? À un fonctionnaire, quelqu'un de la douane, vous lui payez autant, et quelqu'un qui est au front, qui risque sa vie, vous lui donnez des miettes. Bon, les informations de l'armée, c'est le secret d'État, on ne touche pas trop de ce côté-là. Non, justement, j'ai dit, ce n'est pas un secret. Nous donnons, parce que nous voulons des solutions. Et nous disons que parmi les pistes de solutions, pourquoi un officier supérieur de l'armée, vous le désignez commandant en place quelque part, dans la brousse, c'est pas à la frontière avec l'Ouganda ou le Rwanda, vous lui dotez des armes et munitions, et le gars n'a même pas le crédit pour appeler le téléphone de sa femme. Il y a un gars, un Maïmaï qui vient, un ADF, qui lui donne $5, $10, il lui donne une arme. Donc, c'est comme ça. Mais si lui, il est dans de bonnes conditions, je ne dis pas qu'il est meilleur, il a le minimum. Il ne va pas. Mais M. Willy Michiki, puisqu'il est sous serment. M. Willy Michiki, excusez-moi. Je voudrais citer, non, Delphin, pardon, je voudrais citer. Est-ce que le gouvernement central s'est déjà posé la question si l'enrichissement illicite
des officiers supérieurs. Vous trouvez un petit lieutenant, même un adjudant. Il roule dans une Jeep de 40 dollars. Il a une maison des immeubles de 1 million, 2 millions de dollars. Il a trouvé ça. Est-ce qu'on se pose? Il n'est pas héritier, il n'est pas héritier des soldats qui ont des bateaux, qui ont des avions, qui ont des plantations, qui ont de tout. Moi j'ai dit, c'est ça qui nous interpelle. Mais monsieur Willy Michiki, et ça pousse les autres à faire les... me pardonner s'il vous plaît, monsieur Willy Michiki. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être les donneurs de leçons parce que tout ce que vous êtes en train de dire, je ne sais pas. Je l'ai toujours dit. S'il vous plaît, je ne sais pas, c'est parce qu'on ne vous a pas reconduit dans le gouvernement. Parce que vous je n'ai pas été candidat. S'il vous plaît, parce que vous siégez dans le Conseil des ministres avec le président Kabila, avec tous les autres. Est-ce que vous aviez le courage de dire ce que vous êtes en train de dire pour trouver la solution aux soldats qui souffrent nuit et jour? Voilà. Dans le gouvernement Kabila, d'abord, j'étais dans un secteur ethnique, c'est l'électricité, et je peux vous dire qu'il est malheureux. C'est parfois, le Conseil des ministres, je crois, on était avec Kabila, dans le gouvernement Kabila, était qu'un seul Conseil des ministres. Comment ça? Je vous dis, la plupart des décisions, on nous les imposait. Et même à l'époque de Mobutu, au moins, il y avait plusieurs conseils des ministres où j'ai participé, parce que j'étais aussi ministre de Mobutu. Et je vous dis, parfois les questions sécuritaires, on les considère comme des questions sensibles. On n'en débat même pas. De façon qu'il y a des décisions qui vous tombent comme ça, on vous demande de les exécuter. Donc on peut donner raison à ceux qui pensaient que c'est Kabila qui a entretené la guerre de l'Est. Mais là, moi je ne veux pas vous dire qu'on peut pas faire. Kabila, les régimes de Kabila, depuis Mouzé, fournissaient officiellement les armes et munitions. Quand vous demandez aux généraux comme Padiri, tous ceux qui sont là, qui sont venus de Maïma, les Kassekela et Kosor, ils vous diront qu'il y avait des avions qui quittaient Kinshasa pour venir larguer des armes et munitions à l'Olimbi, chez les Padiri, aux groupes armés. Mais ces armes et munitions, se demandent est-ce qu'elles sont où aujourd'hui? Donc le gouvernement de Kabila officiellement. Attendez, monsieur Michiki, vous dites ici sur ces plateaux que le gouvernement de Kabila travaillait contre le bien du peuple congolais. C'est ce que moi je vous dis qu'on croyait à l'époque que ces groupes armés défendaient la République. Et comme on n'avait pas de militaires dans ce coin-là, on les utilisait. La preuve, c'est que la plupart de ces chefs des groupes armés se sont retrouvés ici, généraux, colonels et consorts. Mais je vous dis aussi, pour les cas aujourd'hui, ce qui se passe à Walikale, aujourd'hui, au moment de cette mission, il y a eu une défection dans ce groupe armé qui s'appelle NDC Rénové. Il y a eu El Guidon, El Bouira. El Bouira aujourd'hui travaille officiellement avec Soukolade. Ils vont ensemble traquer. Moi-même, j'ai posé la question. J'ai dit au général, mais pourquoi? Il dit non, puis c'était des éclaireurs. Mais vous utilisez un rebelle comme éclaireur, mais vous lui donnez une identité officielle. Vous posez, moi j'ai dit, il faut d'abord qu'il soit démobilisé. Non, parce qu'on ne peut pas. Donc aujourd'hui, il y a une mine qui s'appelle Matungo, une mine d'or à Walikale. Les rebelles et les FRDC cohabitent ensemble, ils travaillent ensemble. Puisque ces rebelles-là prétendent que nous avons quitté l'armée, mais lorsque vous quittez l'armée, il y a une procédure. Vous devez être démobilisé, être réformé, être intégré dans l'armée, mais ils sont là, puisque leur mission c'est quoi? C'est traquer les autres groupes armés. Monsieur Willy, ça se passe maintenant, je vous dis maintenant. Cette émission s'appelle Au Centre. Les révélations que vous donnez ici, ça trouble les gens à la maison. Vous dites ici que notre armée travaille en bon parfum avec les rebelles. Ils se partagent les biens de la République. Est-ce que l'ANER est suffisamment renseignée à cette information? Parce que si cela est vrai, mais c'est grave. Mais non, moi je vous donne un cas précis. Je ne parle pas de partout. Je vous dis Soukolade à Goma, c'est les commandements de Soukolade à Goma. Il y a un groupe armé qui a fait des défections, qui s'appelle NDC Rénové. Le groupe de Bouira qui a fait allégeance au gouvernement, sans être intégré dans l'armée, ces gens-là, ils se promènent dans les opérations. Et d'ailleurs, les Makanika là, qui est maintenant là, et l'autre qui vient de faire défection à Kichanga, le colonel là qui a région Makanika dans le haut plateau de Fizi, c'était lui qui travaillait avec ces gens-là pour prétendre traquer les autres groupes armés.
Lorsque vous faites ça déjà, vis-à-vis, moi je me suis plaint officiellement, j'ai même fait des écrits. J'ai même publié, j'ai dit, nous nous opposons à ça. Aucun groupe armé ne peut être à côté des FARDC. Soit vous déposez les armes, vous vous démobilisez, vous réintégrez l'armée ou la police. Mais je vous dis, ces choses-là se font chez nous. Et je vous dis, des cas, vous allez à Pinga, vous allez à Matungu, à Walikale, vous trouverez des FARDC. Est-ce que le commandement supérieur ou ici à Kinshasa est-il au courant de ça? Moi, je ne sais pas, mais je vous donne des faits qui parfois démobilisent même les gens qui voudraient aider. C'est pourquoi je réponds au président Bosso, je dis que non, le vrai problème, c'est Kinshasa. Puisque les autres viennent de Kinshasa. J'ai rencontré des commandants braves et des commandants de FARDC qui sont vraiment très dynamiques, mais on ne leur donne pas de moyens. La sécurité aussi demande des moyens. Même les Tanzaniens qui viendront, les Kenyans qui viendront demain, ils auront besoin de moyens, de la logistique. Vous n'allez pas leur laisser à manger pendant 2-3 jours. Il faut retourner au Kenya. Est-ce que nous avons suffisamment les moyens de supporter les étrangers? Parce qu'ils ne viennent pas comme à la fête, ils viennent quand même se battre. Il y a des primes qu'ils doivent avoir. Est-ce que notre budget suffit pour prendre en charge ces gens-là? Du moment que, s'il vous plaît, du moment qu'il y a Albert Yuma qui vient de dire sur la place publique que le minerai de la République démocratique du Congo ne bénéficie pas aux Congolais, mais plutôt aux Occidentaux. Non. Donc ces groupes armés servent à ce qu'il y ait un pont entre l'étranger et les étrangers. D'abord, Delphin, ne rêvons pas. Il n'y a aucun étranger, aucun, qui viendrait se faire tuer pour les Congolais. Ne rêvons pas ça. À moins qu'il soit mercenaire, puisqu'un mercenaire est payé pour ça. Alors quel est donc, ne rêvons pas, ce n'est que des forces dissuasives. Ne rêvons pas. Même moi, Congolais, je n'irai pas, même si on me payait combien, je n'irai pas me prendre des risques de me faire tuer dans des pays. Non, nous avons tous. Non. Justement, le patriote, c'est dans son pays. Le Kenya va prendre ces risques-là au Kenya, les Congolais prendront ces risques-là ici. Moi, je voudrais ceci. À ce qui concerne. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Ce qui concerne Albert Yuma. Mais moi, j'ai été sidéré par les propos qu'il a tenus. Puisque ce que Albert Yuma a dit, moi, je l'ai dit depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, depuis 12 ans, je le disais, puisque moi, quand j'étais ministre de Mobutu, 70 à 80% du budget d'État était financé par la GECAMIN. Je vous dis bien, la GECAMIN, une seule entreprise. Quand je vois aujourd'hui les Tenke Fongorume, les Ficomines, les Ivanoy et consorts, mais je me dis, ça vient de GECAMIN. Ce sont des contrats d'amodiation de la même GECAMIN. Je comprends pourquoi c'est ce téléphone. On nous parle aujourd'hui de 1,4 million, mon cher. Fais le calcul, 1,4 million tonnes de cuivre exporté. Rien que les taxes de l'État à l'exportation, ce sont des milliards. Et rien que ça, c'est déjà au-delà de 10 milliards. Alors qu'on nous parle encore de budget de 5 et 10 millions. Qu'est-ce que aujourd'hui, ce que Yuma n'a pas dit, la vérité, c'est que lui-même, donc les autorités congolaises, sont complices de ça. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est important, les Congolais. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui sont DG des entreprises minières. On met un DG là, étiquette, pour tromper la vigilance gouvernement. Quand ils exportent les cuivres, les cobaltes et tous les autres produits stratégiques, ils les vendent à leurs représentants à l'étranger à des prix dérisoires. Et ils vous disent que non, on a fait des mauvaises affaires. Et le vrai acheteur, c'est ailleurs. Ce qui fait que le prix du cuivre qu'ils nous donnent, ou des cobaltes, ou des coltans, ou les autres produits, ce n'est pas le vrai prix. C'est pourquoi moi je propose au gouvernement, je l'ai toujours dit, depuis 12 ans, j'ai dit, mais créons ici une bourse de vente de nos minéraux. Ici. Vous avez une bourse, vous voulez acheter le cuivre congolais, nous prenons la meilleure offre. Je vous dis, toutes ces entreprises-là vont fuir. Comment une entreprise étrangère peut contracter un prêt? On lui accorde le prêt, nous-mêmes, propriétaires terriens, puisqu'on est actionnaire, on n'est même pas au courant. Les conditions de négociation n'est pas là, c'est ça la mafia. Et je vous dis que Yuma est responsable, puisque Yuma était là depuis longtemps. Donc il était là, non seulement, il ne peut pas le dire aujourd'hui de modèle. Non, c'est-à-dire que lui, il aurait fallu qu'il fasse les meilleurs couples.
coupe les maires, culpa en disant que moi, Yuma, j'ai collaboré avec ces gens ici, avec la bénédiction de l'ancien régime. Mais quand même, c'est un projet, il a dénoncé. Maintenant, on est dans l'union sacrée, non? Ce qu'il a dit, c'est moi j'ai dit, ce qu'il a dit, nous le disions déjà depuis longtemps. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Ça ne suffit pas seulement comme ça. La vérité, même vous ne pouvez pas vous expliquer aujourd'hui comment d'un coup, les Congos qui étaient dans les 500 000 et 700 000 double sa production. C'est parce qu'on ne déclarait pas la vraie production. Il y a la moitié de la production, si pas plus, allait dans les poches des gens. Donc l'argent de la République échappait. L'argent est ici. Je vous dis, Delphin, ce pays ici, la RDC, n'a même pas besoin de la Banque mondiale. On n'a pas besoin de la BAD, on n'a pas besoin des institutions de Bretton Woods en général, de l'Union européenne. Nous avons l'argent ici. Rien qu'avec le secteur minier, on peut avoir un budget au moins de 30 milliards de dollars. Donc on peut donner raison à Basil Longo qui avait dit qu'il faut signer un contrat de performance avec les ministres et les ministres dans son secteur, qu'ils puissent produire autant, s'il ne produit pas, qu'il soit arrêté. Donc il y a des marchands ici. C'est un pas, mais les ministres n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Premier ministre et le chef de l'État. Lorsqu'à ce niveau-là, j'ai été ministre, les ministres, on donne un ordre, tu finis, tu bouges, on ne te suspend, il faut que cette volonté-là vienne du chef de l'État et du Premier ministre. Mais l'IGF est là, monsieur Louis. Mais je vous dis, mais justement, l'IGF... Donnez la matière à l'IGF, je vous dis, l'IGF, c'est le bras équilié du président de la République. C'est pourquoi vous savez, aujourd'hui, que l'IGF est traqué par certains députés, certains dinosaures qui sentent leurs intérêts menacés. Ce n'est pas pour rien que le Constituant a prévu que l'IGF relève de pouvoir exclusif du chef de l'État. C'est pour éviter à ce qu'il y ait des magouilles au niveau du gouvernement. Mais moi, je vous dis, mon frère, que ce pays ici peut encore décoller. Avec seulement la bonne gouvernance, nous pouvons changer les prix. C'est pourquoi j'ai dit l'avènement de l'union sacrée. S'il n'y a pas d'hypocrisie à l'union sacrée, tel que moi, Jean-Baptiste, je l'ai déjà prophétisé, et le Messie est déjà là, Félix, le tsunami que j'avais dit est là, l'union sacrée, mettons les choses en main. Soyons sérieux et corrects entre nous. Ne jouons pas le petit jeu. Voilà. Je vous dis, ce pays ici sera vraiment un pays du miel et du lait. Vous avez dit une bonne chose ici, encore, que ce qui manque à la République, c'est la bonne gouvernance, mais l'union sacrée... Bonne gouvernance et leadership. Leadership, on l'a. Le président Tshisekedi est là, il a démontré, on a maintenant un visionnaire, il nous faut maintenant la bonne gouvernance, c'est tout. Alors, la bonne gouvernance, vous venez de citer le nom de Willy Bakonga, quelqu'un que vous connaissez très bien, mais il a été arrêté à Brazzaville, il aurait fui avec 2 millions et puis une manière de fuir la justice de la République démocratique du Congo, une déception parce qu'il avait intégré l'union sacrée. Bon, d'abord, je dois dire, Delphin, lorsque je lis parfois certaines choses dans les réseaux sociaux, ça laisse à désirer. Vous savez, moi j'ai fait l'or et les diamants. J'allais, si vous demandez les grands commerçants de Bunia, Willy Michik, je venais là-bas avec un avion un avion plein de Zaïre monnaie à l'époque de Mobutu pour acheter l'or. J'achetais 2 tonnes à 3 tonnes d'or par mois à Bunia. J'allais à Chikapa acheter les diamants. Je venais à Chikapa avec des valises de 1 million. Une valise de 1 million, c'est comme ça. Donc 2 millions de valises doivent être transportées au moins par 4 personnes. 2 millions. Et je vous dis quand même, Willy Bakonga devait être accompagné de 4 personnes. Il avait donc 4 personnes. Et en plus aujourd'hui, on ne peut pas voyager à l'étranger avec plus de 10 000 $. C'est interdit. Willy connaît ça. Ce n'est pas quand même un illettré. Il connaît ça. C'est la réglementation internationale. C'est pas seulement au Congo. Même ici, à l'aéroport d'Indjili, là. On vous voit avec plus de 10 000 $. On les ravit. On les saisit. Vous devez les déclarer. Ça doit passer par la banque. Mais l'information officielle, c'est que le ministre de la Justice, il ne connaît pas les 2 millions. Les informations. Voilà. C'est très bien déjà que ce qui fait que le ministre de la Justice, il me rejoint. Je vais dire ceci. Moi, je sais que Willy devrait se rendre à Brazzaville, à l'ouverture ou l'inauguration du président Sassou Nguesso. Il était parmi les invités. Est-ce qu'arrivé à Brazzaville, comme il a la famille en Europe, il a eu peut-être une alerte, nous tous on a la famille, moi j'ai la famille en Europe, au Canada, aux États-Unis, il se peut que de là, il y a eu une alerte familiale qui l'a poussé à aller là-bas à l'étranger. Mais quand un ministre se déplace, il quitte même la ville, je dis bien, même la ville de Kinshasa, les ministres sont des prisonniers. Un ministre,
il arrive seulement ici à Maïndomela, au port de Maïndom. C'est Bandoul, non? Il ne peut pas traverser de l'autre côté sans l'autorisation expresse du Premier ministre ou du chef de gouvernement ou du président de la République. Alors, dans le cas de Willy Bakonga, Sama Lukonde non. Sama Lukonde ne peut pas poser d'acte. On peut les consulter, mais dans le cas de Willy Bakonga, ça doit être que Sylvestre Ilokamba qui lui aurait donné une autorisation de sortie pour ici et une autre pour quitter Brazzaville, aller en Europe. En France. Et en France. Le problème d'argent là, moi je doute fort. Et j'ai dit, si réellement il y a une action judiciaire contre lui, attendons que le procureur général... Mais ça c'est le procureur de Kapiamba, quand même la cage, ce n'est pas... Mais est-ce que la cage a suffisamment les informations? Je ne vais pas faire ici un débat avec mon ami Georges Kapiamba. Moi je parle de sur le plan de droit. S'il y a des preuves que Willy a détourné, il n'y a pas de problème. Le procureur général, près la Cour de cassation, va se saisir de ce cas. Mais ce que je demande, quand même, n'oublions pas que Willy Bakonga est ministre en fonction. Jusqu'aujourd'hui, il est ministre. S'il faut signer un acte engageant le gouvernement dans le secteur de l'éducation, c'est lui qui doit... C'est pourquoi... C'est pourquoi je voudrais dire que les porte-parole du gouvernement devraient éclairer l'opinion en nous disant qu'est-ce qui est arrivé à leur collègue Willy Bakonga. Mais j'ai suivi Maître Willy Owenga sur une chaîne de la place qui dit présentement Willy Bakonga ne bénéficie plus des immunités parce que l'ordonnance, les nommants a été abrogé par une autre ordonnance. Mais plutôt aujourd'hui, on a suivi au Sénat, on a lu une correspondance de Willy Bakonga qui demandait de redevenir donc sénateur. Il n'y a que cela qui peut lui protéger comme pour avoir les immunités au plan des droits. Non. Moi, je ne veux pas faire un débat des droits avec Maître Wenga, mais je voudrais dire ceci. Que le ministre qui a le principe de continuité des affaires de l'État, le ministre qui aujourd'hui expédie les affaires courantes, à ce qui concerne le secteur de l'éducation, c'est Willy Bakonga, jusqu'à la reprise avec son collègue Tommy Mwaba. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est Willy Bakonga. Donc, d'une que Willy Bakonga ne bénéficie plus des immunités, moi je dis non, je me pose en faute, d'autant plus que c'est lui qui expédie les affaires courantes. C'est vrai que, par exemple aujourd'hui, Tommy Mwaba a été nommé, mais est-ce qu'il peut engager aujourd'hui le ministère? Il ne peut pas. Il faut d'abord qu'il procède par la remise de reprise. Malgré qu'il est nommé, il a un acte, mais un acte qui n'est pas... Ça, ce sont des droits, et ce sont des principes fondamentaux du droit administratif. Et je voudrais dire ici, ça c'est important, parce que vous savez, nous racontons n'importe quoi. Willy Bakonga, il est sénateur, s'il veut revenir aussi, puisqu'il a des choix. Il peut revenir comme sénateur, comme il peut revenir aussi comme député national, puisque partout il a choisi de revenir sénateur. Mais même s'il est sénateur, on peut demander la levée de son immunité. On parle de la fragrance. Donc c'est le procureur général. Dans le cas de la fragrance, il peut passer directement. Bon, oui, s'il y a la fragrance, on met la main sur lui. Naturellement, la loi a prévu ça et après, la procédure va suivre son cours normal. Pour vous, Willy Michiki, c'est un dossier flou de Willy Bakonga. Il faut attendre les Il faut attendre d'abord l'éclaircissement du gouvernement. Puis le procureur général, je crois, près la Cour de cassation, devrait déjà être saisi de ce cas. Attendons la communication du parquet général près la Cour de cassation. Comme nous parlons de la loi de la République, il y a l'élection à la tête de la Cour constitutionnelle, des nouveaux présidents de la Cour constitutionnelle, et Maître Dieudonné Kamba qui est là, mais les autres voix s'élèvent pour dire que cette élection a été maillée des irrégularités, ça n'a pas respecté les lois de la République. J'ai lu même Denis Sanga, espérons que ce soit lui parce que j'ai vu sa photo, et il dit quand il avait proposé cette loi gérant la Cour de constitution, il ne pensait pas qu'on allait abuser de cette loi de cette manière. Vous, pensez-vous qu'on a respecté la parole de Dieu? Bon, d'abord, c'est très grave qu'au sommet de la justice, de tels habits soient commis, de telles erreurs. Je peux dire des erreurs parce que c'est grave. Vous savez très bien que la Cour constitutionnelle est régie par une loi organique.
Et la Constitution, à son article 158, exactement, prévoit qu'à chaque 3 ans, puisque les juges de la Cour ont un mandat de 9 ans chacun, mais à chaque 3 ans, selon les 3 composantes de la Cour, donc le président de la République a un quota de 3, l'ensemble, le Parlement un quota de 3, et le Conseil supérieur de la magistrature un quota de 3 juges. À chaque 3 ans, on doit faire un tirage de sort pour remplacer un juge. Oh, il se peut que depuis 2015, quand ils ont été nommés, le tirage de sort n'a pas encore eu lieu. Il était d'ailleurs, lorsque vous regardez les matières prévues en examen pendant la session ici de mars à l'Assemblée nationale, il y a le renouvellement de la Cour, de 3 juges de la Cour constitutionnelle, qui sont déjà fin mandat. Ce qui fait que le corps électoral aujourd'hui, tel qu'il est présenté à la Cour constitutionnelle, est irrégulier et illégal pour se choisir un président. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit. Je n'interprète pas la Constitution. Apparemment, le chef Mbata aussi n'est pas d'accord avec ça. Bon, je n'ai pas suivi Mbata, je n'ai pas suivi les collègues Mbata, mais si là, moi j'ai dit, nous ne parlons pas. Moi j'aime bien le prof Kalo Bidedonné, il est un bon avocat, je l'aime bien, mais j'ai dit qu'il a été piégé. Il a été piégé par les kabylistes et il l'oït, et moi je crois, c'est lui qui peut les sauver aujourd'hui. C'est le chef de l'État. Comment il a été élu alors? Il y a une jurisprudence, il y a une jurisprudence qui a été faite dans ce pays. Le cas de Malonda, à la CENI, l'Assemblée nationale a approuvé sa désignation, mais le président a imposé un veto. Je demande au président de la République, pour ne pas tomber dans les erreurs que les autres ont commises, de ne pas endosser, puisque la loi a prévu que le chef de l'État puisse endosser cette élection par une ordonnance présidentielle, qu'il les renvoie, qu'il attende à ce que l'Assemblée nationale désigne les 3 autres juges en remplacement des juges qui seront remplacés, et le corps électoral sera valablement et légalement constitué pour élire son président. Alors, et en plus, puisqu'ils ne peuvent pas être pressés maintenant, ils peuvent être pressés, puisque c'était même prévu à la fin de ce mois ici, l'élection donc le renouvellement des 3 juges, à la fin du mois, c'était prévu dans le calendrier. Et en plus, dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, il est prévu qu'en cas de démission ou d'absence du président, et ils ont 6 mois pour élire un nouveau président. Les 6 mois sont déjà dépassés, donc ils sont déjà en irrégularité. Donc il n'y a pas, oui, les 6 mois sont déjà dépassés depuis que mon vieux Benoît Luamba est parti. C'est déjà plus de 6 mois. Donc ils sont déjà dans l'irrégularité. Ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi quelqu'un que le chef de l'État vient de nommer maintenant pour le couvrir. Maintenant, oh, c'est un piège à Tshisekedi. Et si Tshisekedi, le prince Tshisekedi, endosse ça, il doit aussi tomber dans l'irrégularité. Alors vous voulez sauver je le mets en garde de ne pas faire ça, de le renvoyer, puisque aujourd'hui, la procédure prévue, moi je peux saisir la même Cour constitutionnelle par une requête pour demander l'annulation de l'élection. Mais ce sont eux-mêmes qui vont examiner ça. Voilà. Voilà. Monsieur il n'y a que les chefs de l'État qui peuvent sauver la situation. Monsieur Willy Michiki, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas contre la personne de Didi Kalouba. Au contraire, je suis, c'est un très bon juriste qui a fait ses preuves comme avocat, évidemment, mais c'est la procédure qui est entachée d'irrégularité, qui risque même de le suivre. Moi, j'ai dit, j'ai confirmé même qu'il a été piégé. Voilà. J'ai dit, il est tombé dans les pièges. Alors, si je vous comprends, vous n'êtes pas contre la personne de Didi Kalouba. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes pour la personne parce que tout à fait. Moi, ça serait le candidat idéal pour mais plutôt, vous voulez sauver l'état des droits, sauver les chefs de l'État. Ça serait un mauvais précédent, surtout au niveau de la plus haute juridiction de la justice. Voilà, il nous reste au moins 5 minutes, monsieur Willy Michiki. Alors, les députés pétitionnaires, révolutionnaires, ils réclament aussi les quotas. Les raisons, et à mon sens, c'est un peu fondé, parce qu'il n'y a pas la représentativité lorsqu'on a nommé les gouvernements. Pensez-vous que le chef de l'État a encore une fois violé la Constitution comme les autres le disent? Bon, c'est vrai, il est vrai que la Constitution dit que
le gouvernement doit refléter toutes les provinces de la République. C'est la Constitution qui le dit. Et moi, je dis, sincèrement, les gouvernements, quand on forme un gouvernement, on devrait impliquer, associer les services de renseignement. Pourquoi on demande des CV? Dans les CV, on doit savoir tel et de tel territoire. À moins que si quelqu'un a menti, à ce moment-là, c'était un mensonge, il faut les révoquer du gouvernement. Puisque tu ne peux pas apporter au chef du gouvernement un CV mensonger. De deux, on ne peut pas, il fallait, nous on a parlé des critères globaux. Moralité, expertise, ceci, quelqu'un qui n'a pas trempé dans des crimes du sang, des crimes économiques. Mais les critères subjectifs, on ne peut pas par exemple autoriser un regroupement de désigner la moitié de son quota dans une même province, dans une même ethnie. Il y en a. On ne pouvait pas. On pouvait voir l'équilibre et même dire à tel ton regroupement, tu as un quota de 3 à 4 ministres, tu nous as donné que tous les ministres de ta province, donnez-nous pour les provinces telles qui manquent de gens. Et puis il faut prendre en compte aussi les poids démographiques. Ce n'est pas normal, on est en démographie, des provinces qui donnent 10%, 8%, 16% de députés nationaux, et vous leur donnez 1%, 3% dans les quotas. Et moi je dois dire, à ce qui concerne les pétitionnaires, c'est vrai que leur démarche était tout à fait légale, mais la façon dont ils ont procédé, rappelez-vous que dans les 251... 5 secondes, cité. Je vais citer là-bas. Dans les 251 signatures qui ont demandé la démission, le premier regroupement, c'était AFDC Allié, avec 35 députés. Le deuxième, c'est l'IDPS, 32 députés. Est-ce que vous avez déjà entendu AFDC Allié, IDPS réclamer un contrat spécial? C'est ça aussi la vérité. Le premier révolutionnaire au FCC à s'opposer contre les magouilles, contre les injustices, c'est qui? C'est les AFDC Alliés, avec le sénateur professeur Bahati Modeste. C'est ça l'histoire. Mais les gens, il faut être humble. On peut avoir des revendications, mais il faut savoir les présenter. Merci, Monsieur Willy Michiki. 2 secondes, regardez la caméra. On retient quoi par rapport à votre passage? Je voudrais seulement dire que c'est vrai. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, sur le plan sécuritaire, devrait nous interpeller tous. Et le problème de sécurité, ce n'est pas seulement un problème du chef de l'État ou du gouvernement. C'est la survie de chacun d'entre nous. Puisque là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi je me suis toujours, moi, Willy Michiki, les Jean-Baptiste de l'Union Sacrée, qui avaient annoncé l'arrivée du Messie, Tshisekedi et de l'Union Sacrée, je me suis toujours opposé au déploiement du chef de l'État à Beni et à Goma. C'est très dangereux pour lui, c'est un piège.